Toumazeva. Madame, vous avez la parole. Madame President. Madame la Présidente, l'évaluation indépendante de novembre 2023, qui a fait l'objet d'une mention positive par le Conseil dans sa résolution 27-21, appelle à la mise en place d'une voie politique par la voie de laquelle les intérêts de toutes les parties, le peuple afghan, la communauté internationale et les autorités de fait, peuvent être débattus de manière équitable, de manière à ce que l'Afghanistan puisse pleinement être réintégré dans le système international, tout en respectant ses obligations juridiques internationales. La mise en place de cette voie politique a été notre mission principale au cours des derniers mois. Les difficultés sont nombreuses. Ainsi, il incombe aux autorités de fait de nous faire savoir si elles veulent que l'Afghanistan soit réintégré dans le système international et, si tel est le cas, si elles sont prêtes à prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Les autorités de fait ont jusqu'à présent traité les obligations internationales de l'État afghan de manière sélective. Elles ont rejeté certaines d'entre elles. Elles ont rejeté certaines d'entre elles parce que celles-ci avait une incidence sur la souveraineté du pays ou violait ses traditions. Mais soyons clairs, les obligations internationales de l'Afghanistan ont une incidence non seulement sur la possibilité de progrès sur cette voie politique, mais c'est plus important sur le bien-être de la population de l'Afghanistan. Population dont la voix doit être entendue et prise en compte dans cette voie politique. Madame la Présidente, la MANWA et la famille des Nations Unies sont en contact constant avec les Afghans au niveau national, quels qu'ils soient. De plus en plus d'Afghans se tournent vers la MANWA pour lui faire part de leurs inquiétudes. Leur voix doit être entendue au niveau du Conseil. Les Afghans rejettent de plus en plus l'ingérence des autorités de fait dans leur vie privée. Ils craignent de voir l'Afghanistan isolé du reste du monde. Après 3 ans et demi de règne des talibans, ils se félicitent effectivement de l'absence de conflit, d'une plus grande stabilité, d'une plus grande liberté de mouvement, à tout le moins pour la population masculine. Mais ce n'est pas une paix dans laquelle ils peuvent vivre en dignité, en exerçant leur... Ce n'est pas une paix dans laquelle ils peuvent vivre dans la dignité, avec leurs droits humains respectés et avec une certaine confiance dans la stabilité de l'avenir. Les Afghans continuent d'être confrontés à une crise humanitaire grave, qui est le fruit de décennies de conflits, à laquelle est venue s'ajouter la pauvreté, des chocs climatiques, une population croissante et des risques de protection accrus, en particulier pour les femmes et les filles. En 2025, plus de 50% de la population, quelques 23 millions de personnes, ont besoin d'une assistance humanitaire. Mais cette assistance se réduit comme peau de chagrin. En effet, l'absence de financement a déjà et continuera d'avoir une incidence significative sur le peuple afghan. Ainsi, au cours du mois qui vient de s'écouler, plus de 200 installations sanitaires ont fermé leurs portes. Ceci a touché 1,8 million de personnes. Des services de lutte contre la malnutrition à l'attention de l'enfance ont dû fermer leurs portes. Les partenaires de l'Afghanistan ont réduit leur présence, ont vu leur capacité de coordination réduite. Les vies et les moyens de subsistance s'en verront affectés et les gains obtenus par l'Afghanistan dans le domaine du développement s'en trouveront réduits. Étant donné cette situation très grave, je tiens à remercier la Banque mondiale pour la décision qu'elle a prise la semaine dernière de fournir 240 millions de dollars des États-Unis pour soutenir le secteur de la santé jusqu'en novembre 2026. Malgré les défis de taille auxquels les femmes afghanes sont confrontées, elles ont continué de participer de manière significative à la réponse fournie par la communauté de l'humanitaire à la crise humanitaire au niveau national. Les partenaires de l'humanitaire restent mobilisés au service du principe de la participation des femmes. L'année dernière, en préparation des coupes et conscient de la nécessité d'accroître l'efficacité de son opération en Afghanistan, le système des Nations Unies et ses partenaires a adopté une approche conjointe pour renforcer le lien existant entre l'assistance humanitaire et
l'exercice ou la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Ceci est venu compléter les efforts déployés sur le front politique. Je pense par exemple à la réunion organisée par les Nations Unies des envoyés spéciaux pour l'Afghanistan à Doha et les groupes de travail qui ont été mis en place par la suite sur la lutte contre les stupéfiants et le rôle du secteur privé. Les bailleurs de fonds ont répondu à cet appel en accroissant les contributions destinées à financer les besoins humains fondamentaux. Ces contributions ont atteint près de 1,6 milliard de dollars en 2024. Elles ont atteint les mêmes niveaux que le financement de l'assistance humanitaire. Nos visites sur le terrain et notre dialogue avec les Afghans dans toutes les provinces prouvent l'impact positif que cette approche conjointe a eu lieu. Ceci touche par exemple à la capacité des Afghanistans à avoir accès à des services de base, à renforcer leurs moyens de subsistance et il concerne également la promotion de la participation de tous les acteurs. Si cette assistance devait cesser, les progrès fragiles obtenus ces 3 dernières années seraient balayés et beaucoup d'Afghans devraient revenir aux mécanismes traditionnels dont ils ont dépendu pour faire face à de cette situation, comme par exemple la migration, donc l'exil. S'il est vrai qu'il y a eu quelques exemples d'ingérence dans la fourniture de l'assistance humanitaire, les représentants des autorités de fait à Kaboul et dans les provinces ont coopéré de manière assez générale avec les Nations Unies et leurs partenaires et ont permis la fourniture d'une assistance. Ils ont également contribué au règlement de certains cas d'ingérence. L'économie afghane a cru à hauteur de 2,7% en 2024. Les investissements, en particulier dans les infrastructures soutenus par les pays de la région, sont en cours. Mais dans le court comme dans le moyen terme, les niveaux de croissance actuels ne peuvent pas compenser la baisse de l'assistance étrangère et l'augmentation de la population. Sur le long terme, les autorités de fait et leur vision positive d'une autosuffisance économique ne pourra pas se réaliser à moins que les obstacles actuels à la réintégration de l'Afghanistan dans le système international ne soient réglés. Ce qui me mène à revenir à la question des obligations internationales de l'Afghanistan. Madame la Présidente, pour ce qui est des droits humains, il n'y a pas eu d'allègement des restrictions significatives qui ont été imposées aux femmes, et ce malgré les appels qui ont été lancés à l'international et les appels lancés par de nombreux Afghans. Je pense par exemple aux efforts tout à fait louables déployés par l'Organisation pour la coopération islamique, qui a récemment envoyé une délégation à Kaboul pour promouvoir la déclaration de Jeddah sur les droits des femmes dans l'islam. Je pense au sommet du mois de janvier à Islamabad sur l'éducation des filles dans les communautés musulmanes, organisé par la Ligue mondiale des musulmans et le gouvernement du Pakistan. Ces manifestations ainsi que d'autres prouvent que les restrictions imposées par les talibans, y compris l'interdiction faite à l'éducation des filles, et entrera une initiative qui fêtera bientôt son 4e anniversaire, n'ont aucune base religieuse dans l'islam. L'anniversaire de cette mesure est une date particulièrement triste, alors que nous venons de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Malheureusement, le 2 décembre de l'année dernière, le ministère de la Santé publique des autorités de fait a ordonné la fermeture des institutions médicales aux femmes, ce qui a fermé l'une des dernières avenues qui était ouverte aux femmes pour qu'elles puissent obtenir une formation professionnelle et une éducation. Cette nouvelle mesure ne fait que miner et réduire davantage la capacité du pays à protéger la santé des femmes et des filles et en fait de tous les Afghans. Ceci en a fait que détériorer davantage la situation de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, qui est déjà l'une des plus élevées au monde. La MANOA suit de près la mise en œuvre de la loi sur la prévention du vice et la promotion de la vertu, qui, depuis qu'elle a été promulguée au mois d'août de l'année dernière, a eu des effets négatifs sur l'exercice des droits humains des Afghans. Cette loi prouve que les autorités de fait ont choisi de donner la priorité à l'idéologie plus qu'à leurs obligations internationales.
Elle constitue cette loi d'être un obstacle à la mise en place de la voie politique dont je vous parlais, qui est nécessaire pour réintégrer l'Afghanistan dans la communauté internationale. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, les autorités de fait ont continué de contrôler pleinement le pays. Il y a eu des incidents sécuritaires qui ont eu lieu, c'est vrai, ils sont recueillis dans le rapport du secrétaire général. Le Daesh, province du Khorasan, a ainsi organisé une attaque suicide sur le personnel de sécurité des autorités de fait, des soldats qui faisaient la queue pour recevoir leur salaire à Kunduz le 11 février. Cette attaque a causé la mort à 4 civils et à 14 soldats. Le nombre de personnes blessées est inconnu. 2 jours plus tard, il y a eu une autre attaque suicide, une attaque kamikaze, revendiquée par Daesh, province du Khorasan, à l'encontre d'un des ministres adjoints du logement et du développement urbain à Kaboul, qui a été blessé. 3 personnels des autorités de fait ont été tués et 10 personnes blessées. Les activités qui se poursuivent du TTP à l'encontre du Pakistan et la présence d'autres groupes terroristes en Afghanistan, tels que le dit le rapport de l'équipe de surveillance du régime de sanctions mis en place par la résolution 1267, prouve que la communauté internationale continue d'avoir des questions tout à fait légitimes quant à la capacité des autorités, ou en tout cas leur volonté de tenir l'engagement qu'ils ont pris, à savoir que l'Afghanistan ne sera pas une menace pour d'autres pays. Madame la Présidente, l'espace civique, lui aussi, se réduit. La frustration est croissante au niveau de certains acteurs internationaux. Le dialogue politique ne fonctionne pas et il est possible que ceci encourage les conservateurs au niveau des autorités de fait. La baisse des financements en parallèle de cela font peser une pression accrue sur le peuple afghan, comme je vous l'ai expliqué. La question est de savoir comment nous pouvons avancer étant donné ces tendances négatives. Les mécanismes pour traiter des questions qui empêchent la réintégration de l'Afghanistan dans le système international, ces mécanismes sont aujourd'hui en place. Les groupes de travail sur la lutte contre les stupéfiants, sur la participation du secteur privé, ces groupes de travail sont au travail et servent de cadre de dialogue et de renforcement de la confiance. Pour ce qui est de la lutte contre les stupéfiants, les experts afghans, y compris des femmes, au niveau des autorités de fait, les représentants des États membres et des Nations Unies ont élaboré un plan d'investissement et un plan d'action conjoint pour trouver des alternatives ou des moyens de subsistance alternatifs à la culture du pavot pour les agriculteurs, pour ainsi soutenir l'interdiction décrétée par les autorités de fait à la culture du pavot. Le travail sur le secteur privé, la mise en place d'un secteur privé sur le long terme, suppose de définir une stratégie de soutien, une stratégie d'ensemble, intégrant l'accès au financement, encourageant la création d'entreprises et l'accès au marché dans le cadre d'un cadre réglementaire en mettant l'accent sur les entreprises contrôlées par des femmes. Ces réunions ont permis de renforcer la confiance. Elles ont permis d'échafauder des plans concrets pour améliorer la vie des Afghans. L'approche holistique proposée par les Nations Unies, qui a été présentée avec les participants au format de Doha et les autorités de fait, propose pour la première fois un cadre qui permettra de traiter des questions difficiles qui empêchent la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale. Mais les Nations Unies ne peuvent pas aller plus vite que les États membres qui participent au processus de Doha et que d'autres acteurs qui doivent mener ce processus. Les tendances mondiales, y compris les priorités internationales qui sont multiples, les difficultés budgétaires et la tendance croissante des gouvernements à se centrer sur leurs questions nationales risquent de faire de l'Afghanistan un pays plus pauvre, plus vulnérable et encore plus isolé. C'est quelque chose qui pourrait être évité, mais ceci n'est possible que si tous les acteurs prennent conscience de ce risque et s'efforcent activement d'éviter cette issue. Et je pense en particulier ici aux autorités de fait. Les autorités de fait pourraient envoyer un signal clair, le signal selon lequel elles sont engagées à la réintégration de l'Afghanistan dans la communauté internationale, avec tout ce que cela suppose. Ce serait une évolution tout à fait positive. Cependant, nous devons faire preuve de réalisme.
Sachez, Madame la Présidente, que je vous remercie pour les expressions de soutien à la MANUA cette semaine. J'espère que notre mandat pourra être renouvelé la semaine prochaine. Le MANUA, de concert avec tous les fonds, agences et programmes des Nations Unies, reste ou continue de travailler à la réalisation des objectifs arrêtés au début de cette réunion, à savoir un Afghanistan pleinement réintégré dans le système international, respectant ses obligations juridiques internationales pour que ceci profite à son peuple. Nous entendons continuer d'améliorer les vies des Afghans, dont les inquiétudes et aspirations doivent être prises en compte si nous voulons arriver à une paix, à une stabilité